Bonjour à toutes et à tous. Il neige dehors, mais on a réussi à venir, et notamment Chris Singleton, après un petit périple matinal, est bien là avec moi. Salut Chris. Hello everybody. Oui, j'ai fait mon bonhomme de neige ce matin. J'ai bravé le froid, juste pour être là. Et pour NBA Extra après NBA l'émission, Extra, évidemment. sûr. Sinon, tu ne serais pas venu si c'était que pour moi. Les Sixers seront-ils la surprise de l'Est? Je voulais qu'on parle un peu de Philadelphie, qui est cinquième de la conférence Est, 19 victoires, 15 défaites, et des Sixers qui vont beaucoup mieux depuis quelques semaines. Ils avaient survécu à l'absence d'Embiid et de Paul George en début de saison avec un Tyrese Maxey phénoménal. Ça s'était un tout petit peu ralenti par la suite. Et puis là, en fait, on voit que l'équipe de Nick Nurse est vraiment très bien cette saison, avec un effectif finalement assez fourni quand tout le monde est là. Chris, est-ce que toi déjà, tu es surpris que ça se passe aussi bien pour Philadelphie actuellement? Que Philadelphie soit une équipe top 5 dans l'Est, je ne suis pas surpris. Ils ont fait leur saison jusqu'à maintenant en 3 phases, c'est-à-dire un bon début. Découverte d'un rookie qui allait avoir de l'impact, malgré le fait que Paul George et Embiid n'étaient pas là en début de saison. Il y a eu des résultats. Donc c'est vrai que c'était un peu la surprise. Après, il y a eu ce moment un peu mitigé, un peu où ils ont rentré un peu dans le mur, le retour d'Embiid, mais qui ne pouvait pas être à 100%. Et je pense qu'il ne sera pas à 100%. Le retour de Paul George, c'est quelque chose de très positif. Donc maintenant, on va dire qu'il n'y a pas d'excuse pour Philadelphie de performer. Ou ils vont pas performer, et puis il va falloir changer plein de choses à la fin de cette saison. Dire qu'ils sont la surprise parce qu'ils remontent, je dirais non. C'est pour moi l'équipe surprise dans l'Est. C'est plus Boston, c'est Detroit, voilà, qu'on n'attendait peut-être pas au-dessus du pyramide. Je pense que New York, ils sont où ils doivent être, malgré le revers d'hier soir. Mais non, Philadelphie, pour moi, ils sont un peu dans cette zone. On va attendre pour voir déjà quel impact il va avoir Embiid. Est-ce qu'il va être physiquement capable de jouer beaucoup de matchs ou la plupart des matchs jusqu'à la fin de saison. Et puis voilà. Mais ils sont bien. Ce qui est intéressant avec Philadelphie, c'est que avec sans Joel Embiid, Tyrese Maxey portait l'équipe sur ses épaules et était assez incroyable pendant plusieurs semaines. Et depuis que Embiid est revenu, c'est vrai qu'on ne savait pas trop comment lui il se situait dans cet effectif sur ces derniers matchs, au-delà du fait qu'il marque plus de points et qu'il soit vraiment impactant dans le scoring. Moi, je le trouve plus mobile en fait qu'en début de saison. Tu le sens mieux dans ses baskets, plus à l'aise sur le terrain. J'ai l'impression c'est plus du tout le même Joel Embiid qu'on a vu en début de saison que celui qu'on voit actuellement avec ses partenaires. Et par rapport à sa réintégration dans l'effectif avec la prise de pouvoir de Tyrese Maxey, je me disais, comment ça va se passer entre les deux? Est-ce que ça pourrait poser des problèmes avec Joel Embiid, que Tyrese Maxey soit devenu le patron de cette équipe, parce que c'est lui maintenant le patron des Sixers. Et finalement, quand tu vois les matchs de Philadelphie, il n'y a vraiment pas de problème entre les deux. Embiid fait beaucoup d'efforts en défense. Il n'accapare pas le ballon quand il est en attaque. Il continue à faire des passes et à pas essayer absolument d'être le leader de cette équipe. Donc c'est assez intéressant, je trouve, la façon dont joue Philadelphie depuis que Joel Embiid est revenu. Je ne sais pas s'il est à 100%, il sera sûrement jamais tout à fait à 100%, jamais au même niveau quand il a été MVP, il est quand même pas si mal en ce moment. Il n'est pas du tout à 100%. Le raisonnement est tout simple. Je pense que lui, il est conscient qu'il n'est pas capable physiquement de faire le monstre comme il faisait avant, comme il faisait trembler la terre entière, quand il avait les 2 pieds dans le raquette, quand il jouait en force, quand il défendait le cercle avec force. Moi, j'enlève le mot timide, mais sa reprise est bien calculée. On voit tous ses mouvements sont bien calculés. Il joue très peu dos au panier.
il y joue surtout, et c'est là que le problème pourrait venir, il joue plutôt à l'extérieur, donc il occupe de l'espace, normalement, que Maxey, Edgecombe, maintenant, que les extérieurs occupent. Donc, Ouais, à quand partir il de là, Grimes, Jerry McCain, il drive plutôt face au cercle, il prend le petit pull-up, vers la tête de raquette, il est toujours situé, on le sent moins imposant au rebond. Donc, je crois qu'il est tellement talentueux que jouer à 60%, je dis, techniquement, lui convient très très bien. Et c'est pour ça que Maxey prend les rênes. Ça correspond. Joel Embiid n'a pas envie de mettre l'équipe sur son dos. Il n'est plus capable de le faire. Ça reste toujours un joueur top poste 5 de la NBA parce qu'il a tout simplement du talent. Mais il n'a plus envie de mettre ça sur son dos. Tant qu'il revienne, le moins que vous en parlez de moi, le moins de pression que vous mettez sur moi, tant mieux. Et là où je voulais revenir à ma première question, est-ce que Philadelphie sera la surprise de l'Est? C'est plutôt dans le sens où, en début de saison, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre avec cette équipe. Et on partait du principe que Paul George ou Embiid, ça ne marcherait pas une fois qu'ils seraient de retour, parce que la saison dernière, c'est extrêmement mal passé pour les Sixers. Et finalement, quand Maxey, Edgecombe, Paul George et Joel Embiid jouent ensemble et sont prêts à être bons en même temps, tu as quand même une très très bonne équipe de la conférence Est, avec des joueurs sur le banc, on l'a dit, Grimes, McCain, même Adem Bona qui est revenu, André Drummond qui joue un peu. C'est quand même assez solide. Le supporting cast, il est là. On sait qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a toutes les informations, que si cette équipe va rester intacte, il faut qu'il gagne quelque chose cette année. Donc ça, c'était dès le départ. Et puis nous, on attendait pour voir comment allait être Embiid. Est-ce que Paul George allait jouer ou pas pour désigner un classement vis-à-vis, avoir une avis sur les Sixers. Donc maintenant, on le voit. On sent que c'est toujours un peu fragile. On sait que cette équipe-là, c'est pas l'équipe qui va aller chasser le titre. Embiid, il sera. On va voir comment ça se passe. Paul George, c'est plus le playoff Paul, c'est vraiment un joueur qui a un bon niveau de temps en temps. OK, mais l'équipe, c'est l'avenir de cette équipe de Sixers. C'est effectivement à Maxey, à Edgecombe, et puis on va bâtir autour de ça. Pour désigner la prochaine équipe qui va jouer peut-être pour le titre. On passe aux Clippers, autre équipe qui se comporte très très bien dans l'autre conférence. Alors ils sont 11e Los Angeles, 13 victoires, 22 défaites. Part de loin. Ouais, pardon, alors je parle pas de titre pour les Clippers, tu l'auras remarqué, comme j'ai pas parlé de titre pour les Sixers. Philadelphie qui est quand même de mieux en mieux. Est-ce que les Clippers déjà tu y crois pour un retour dans le top 8 de la conférence Ouest d'ici la fin de la saison, ou tu penses qu'il y a déjà trop de retard pour Los Angeles? Non, il y a beaucoup de retard, ça c'est sûr. Mais quand tu as James Harden, Kawhi Leonard, et je dis bien le Kawhi Leonard depuis 3 semaines, et c'est ça le succès des Clippers récemment. C'est pas un changement stratégique, c'est pas une prise de conscience collective énorme. C'est tout simplement qu'ils ont récupéré Kawhi Leonard, l'ancien Kawhi Leonard, celui qui mettait les équipes dans son dos avec San Antonio, avec Toronto, qui portait des équipes. Il a passé une semaine à 40 points de moyenne. C'était du vintage Kawhi Leonard. Il est sur la meilleure moyenne de points dans sa carrière, 28,3 points par match, à 50% au tir quasiment Kawhi. Donc on aura tendance à dire, mais combien de temps ça dure? Est-ce qu'il va être comme ça jusqu'à la fin de saison? Est-ce que physiquement, il va rester intact? Parce que là, ils ont gagné hier, il n'y avait pas James Harden. Donc, à partir de là, on voit où est l'importance, la capacité des Clippers de battre une équipe comme les Warriors.
même si les Warriors, c'est milieu de tableau. Il y a quand même Steph Curry en face, il y a Draymond Green en face, il y a Jimmy Butler en face, Kawhi Leonard qui prend les choses en main, qui sans mettre 40 points, il est décisif. Donc les Clippers, bon, ils nous ont tellement déçus. Ils ont tellement, dès qu'on commençait à croire, voilà, ils nous ont lâché une bombe. Donc, on va voir. Mais bon, la route est longue. Hein. Il faut rappeler que leur premier tour de draft la saison prochaine, il appartient à Oklahoma City. C'est-à-dire que plus il termine bas, plus ça va convenir au Thunder et à Sam Presti. Finalement, le renouveau un peu de Kawhi Leonard, ça pose un problème, je trouve, à Los Angeles, parce que si tu es mauvais, tu peux te dire que bon, d'ici la trade deadline, tu fais exploser l'effectif. Alors tu seras forcément obligé de garder Kawhi avec son contrat et ses incertitudes. Mais par exemple, tu aurais pu penser que James Harden, Ivica Zubac, que presque tout le monde serait à vendre, en fait, que toute la maison serait à vendre à Los Angeles pour repartir sur quelque chose de différent. Là, en gagnant des matchs, en remontant, peut-être que les Clippers vont se dire « Ok, on va pas gagner le titre, mais au moins on aura une équipe compétitive, au moins on va remplir cette salle qu'on a construite et qui a coûté très très cher à Steve Ballmer, et puis ensuite advienne que pourra en play-off. » Les Clippers, ça peut, moi je pense, être potentiellement un épouvantail en fait dans la conférence Ouest pour les playoffs, une équipe sur laquelle tu n'as pas du tout envie de tomber au premier tour, même si tu pourrais me dire que c'est le cas de toutes les équipes de l'Ouest, toutes les équipes vont être costauds à l'Ouest au premier tour. Je pense qu'il y a deux équipes qui me viennent à l'esprit, comme ça, c'est les Warriors et les Clippers. Les Warriors, on a toujours dit, ils feront la saison régulière qu'ils feront. On ne pense pas qu'ils vont finir dans des sleepers. Voilà, ils ne vont pas finir dans les 4 premiers, ils ne vont peut-être pas finir dans les 6 premiers. Mais quand les playoffs ils vont arriver, tu as assez d'expérience, assez du talent sur une série courte, sur une série de 7 ou 5 matchs, une série courte ou sur un match play-in, oui, ok, on y va, pour faire la différence. Et c'est grâce à cette ossature de joueurs d'expérience que vraiment tu n'as pas trop envie de les avoir en face de toi. Les Clippers, c'est exactement la même chose. Surtout avec Kawhi Leonard qui revient, et qui est présent et qui détruit tout en face de lui, qui est Robocop. Donc presque, t'as pas envie de jouer contre eux. Donc ça fait deux équipes voilà, qui potentiellement, pour éventuellement aller loin dans un play-off, sur une série voilà, de 7 matchs. Moi, j'aimerais pas les avoir en face de moi. James Harden, Kawhi Leonard, voilà, Zubac qui est de retour. Et puis beaucoup de role-players qui sont très bons. Derek Jones Jr., alors qu'il y a eu une rechute là récemment, l'arrière, mais enfin l'arrière ailier. Mais Chris Dunn, c'est vrai qu'il y a des soldats aussi dans cette équipe. Nico Batum, bien sûr. Et mais avec Harden et Kawhi Leonard, tu n'as pas de problème de option numéro 1 ou option numéro 2. Ils peuvent tous les deux exploser sur un match. Voilà, James Harden, qui est assez créateur, peuvent créer des situations pour les autres joueurs. Donc, à partir de là, oui, cette équipe-là, il sera très dangereux. Mais avec Kawhi à 100% sur une série de playoffs, en fait, les Clippers, ils ont l'un des 5, 6, 7 meilleurs joueurs du monde dans leur effectif. Quand Kawhi est à 100%, il y a très peu de joueurs qui peuvent se dire je suis meilleur que Kawhi Leonard. Donc, le premier travail pour cette équipe-là, c'est de ne pas viser trop haut. C'est de dire, voilà, il ne faut pas être déçu. Voilà. Nous, c'est minimum play-in, parce que de où il part, play-in, ça sera même une chose de bien. Et puis après, attaquer la deuxième partie, jouer le tout pour le tout. Mais là, actuellement, le play-in, il est largement dans les cordes. C'est-à-dire qu'au classement, ils ont 2 matchs de retard sur Memphis, 3 sur Portland. Après, ça devient un peu plus compliqué pour les Warriors. Ils ont 5 matchs de retard sur Golden State. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont que 2 défaites de plus que Memphis et aussi 2 défaites de plus que Portland. Alors, avec 2 victoires de moins que les Grizzlies et 4 de moins que Portland. Mais surtout, c'est des équipes qui vont encore
pas mal de fois s'affronter. Donc il y a largement le Ouais, temps et Memphis, la place Portland, de revenir sur Memphis. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais Non, c'est imaginable de se dire que les Clippers terminent à la 9e place de la voilà, sur conférence Ouest. papier, on va dire que ça sera plutôt logique qu'ils dépassent Memphis et Portland. C'est les deux équipes devant eux. Voilà, qui n'ont pas perdu de vue, qui vont pas forcément aller gagner 6-7 matchs de suite, enfin, pas des multiples fois. Donc, mais que les Clippers, ils sont capables de le faire. Donc, voilà, je dis, il faut viser voilà, cette ligne rouge-là, passer au-dessus. Après, tu enlèves un petit peu de la pression et tu fais, voilà, tu te prépares pour les playoffs. C'est 7 victoires sur les 10 derniers matchs pour Los Angeles. Et une stat intéressante qui veut quand même commencer à dire quelque chose, par contre, sur cette saison, c'est qu'ils sont qu'à 4 victoires à l'extérieur pour 13 défaites. Donc c'est là qu'on voit aussi que c'est une équipe très âgée qui voyage mal, enchaîne mal les back-to-back et puis tous les matchs qui s'enchaînent quand on est loin de Los Angeles. Ça, c'est quand même quelque chose à surveiller sur la suite de la saison. Au-delà du physique de Kawhi, c'est est-ce que effectivement cette équipe qui peut gagner beaucoup de matchs sur un mois, est-ce qu'elle peut le faire sur encore les 3 prochains mois? Non, mais le problématique n'est pas là. Ils ont enchaîné une série de 8 défaites à domicile, quand même. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y avait pas que le problème à l'extérieur. Voilà, oui, il y a aussi c'est un problème de jeu, de niveau de jeu. Parce que s'ils arrivent à résoudre déjà ce ils problème-là... Ils sont à 9-9 à domicile. 9 victoires, 9 défaites. Donc c'est vrai que la série de 8 défaites a fait la Non, fin mais c'était une série qui était terrible. Tu n'avais pas à le croire quand tu vois Steve Ballmer. Il était rouge comme une tomate. Parce que j'ai investi tout cet argent-là. Je vous donne un outil voilà, qui est probablement le meilleur dans l'NBA. Je vous construis une équipe voilà, qui a quand même voilà, 2 joueurs Hall of Fame. Un très bon coach. Oui. Quoi qu'on en dise sur le début de saison, certains l'ont remis en question. Tyronn Lue, c'est un très bon coach NBA et tu peux pas lui enlever ça quand même, Chris. Si tu vas lui enlever ça à Ty Lue. J'ai dit qu'il est responsable de son équipe. Quand il y a bon, on va. Il y a une histoire. Cette histoire de Chauncey Billups. Tout ce groupement-là. C'est à partir de ce moment-là que ça partait en vrille. Donc, est-ce que ça le travail? Il est présumé innocent, évidemment. Il n'y a pas de crime là-dessus. Mais le problème de focus est qu'il est... Moi, c'est tellement compliqué de dire qui est un beau coach NBA. Il y en a certains dont on est sûr non, mais techniquement, il est pas voilà, c'est pas ce qu'on appelle un XO, voilà, qui fait des trucs. Il est bien entouré. Oui, parce que je pense que lui, les coachs NBA ont aussi d'énormes staff. Textbook, voilà, pour faire des dessins. Ty Lue, c'est plutôt les relations, c'est un ancien joueur, il est assez connu dans le milieu, donc il était pote avec LeBron. T'es pas le plus grand fan de Tyronn Lue, j'ai l'impression. Comment je peux vous dire? On a très bien compris, Christian. On a très bien compris ton propos. Du coup, les Clippers, on les voit remonter à les 8, 9, grosso modo à l'ouest. On verra. Évidemment, tout dépend de l'état de santé de Kawhi. James Harden, tu sais que lui, c'est la constante dans cet effectif. Lui sera un métronome. James Harden, il a ce jeu, il va scorer, il va créer, il va faire plein de choses. C'est encore 26 points et 8 passes par match. 26 points et 8 passes à James Harden. Il y a une bonne complicité sur la dernière ligne de fond avec Zubac. Voilà, il fait jouer quand Kawhi est dans le match, il le fait jouer. Donc, non, pour moi, c'est toute une histoire de santé. Si les deux sont en bonne santé, surtout Kawhi, les Clippers peuvent bien finir la saison. La grosse rumeur là, qui agite ces dernières heures la NBA, c'est le trade de Trae Young. Évidemment, pour la 60e fois, on l'aborde depuis le début de la saison, mais là, ça commence vraiment à chauffer, puisque selon ESPN et Mark Stein, l'un des insiders les plus réputés et fiables de la NBA, ils annoncent tous les deux qu'un trade est en négociation, que Trae Young discute avec ses agents et les Hawks en vue d'un échange, et l'équipe qui pourrait du coup décrocher la timbale, ça serait Washington, qui serait très très chaud
chaud pour le récupérer. On parlerait d'un trade entre Trae Young et de l'autre côté CJ McCollum. Pour rappeler, Trae Young, il a une player option pour la saison prochaine à 48 millions de dollars. Et ensuite, il sera free agent en 2027, mais il peut l'être dès cet été s'il décline sa player option. De l'autre côté, CJ McCollum, lui, c'est un contrat expirant. Donc lui, quoi qu'il arrive à la fin de la saison, il est unrestricted free agent. Bon, ça veut dire que d'un côté, Washington veut tenter le coup, mais en même temps, ne donnerait pas grand-chose finalement pour récupérer Trae Young. Comment tu vois ce trade, Chris? Est-ce que déjà ça te plaît, sachant que oui, peut-être qu'il manque un meneur de jeu un peu plus organisateur aux Wizards dans un groupe très très jeune qui joue actuellement sur la ligne arrière avec McCollum et Trey Johnson. Oui, on attendait un peu pour voir le retour de Trae Young après sa longue blessure. Pour voir, parce qu'on avait vu l'équipe d'Atlanta évoluer et surtout le jeu procuré par Jalen Johnson. Voilà. Avant, c'était Trae Young, le visage de Atlanta. Aujourd'hui, je pense que c'est plus Jalen Johnson, c'est plus ce qu'ils ont autour de ça. À forte Dyson, voilà, est très important aussi. Donc, ils ont pris des trucs avec le cousin chez Gijus Walker. Nickel Alexander Walker. Nickel Alexander, il est nickel. NWA. Voilà, donc il y a eu une évolution dans je dirais, dans l'organigramme des joueurs qui sont importants. On va bâtir autour de qui? Et je crois que Trae Young a vu que depuis son retour, ça tousse beaucoup, ça joue moins bien. Il n'est pas satisfait d'avoir un rôle moindre, même si politiquement il est très correct. Mais Trae Young a montré l'année dernière sa capacité d'ajuster, d'être plus passeur. Il était meilleur passeur à certains moments de l'NBA l'année dernière. Il continuait à alimenter la marque. Donc, il a fait une bonne saison. Mais depuis cette saison, on voit que voilà, c'est peut-être pas la bonne route à prendre pour Atlanta. Ils se sont posés 1000 questions. Mais je pense que finalement, ils sont décidés que voilà, il faut faire bouger Trae Young, qui est preneur. Ça, oui. Washington. Oui, effectivement. Non, mais quand tu regardes autour de l'NBA, tu te dis, voilà, qui peut vouloir un Trae Young, assumer un Trae Young. Washington est en construction. Il n'y a pas de meneur voilà, hyper forte à Washington. C'est plutôt une construction long terme. Parce que s'il allait, par exemple, à Minnesota ou d'autres endroits qui a besoin d'un meneur aujourd'hui, ça sera voilà, plus avec un désir court terme d'aller chasser voilà, au haut des playoffs, éventuellement un titre, qui sait. Mais s'il va à Washington, c'est pas pour chercher un titre, c'est pour repartir dans une construction. Et ça peut lui convenir parce que dans une équipe comme ça, il redevient chef, qu'il n'est plus à Atlanta. Donc, entourer des jeunes joueurs, ça peut être une bonne solution pour Trae Young, pour repartir, pour rebooster un peu sa carrière. Je trouve que l'information principale finalement qui ressort de cette rumeur, c'est que Trae Young, actuellement, ne vaut pas grand-chose. C'est la principale, je trouve, information qu'on a, c'est que quand tu es Trae Young et qu'on t'échange contre le CJ McCollum qui sera en fin de contrat à la fin de la saison et donc probablement Atlanta ne gardera pas, enfin en tout cas n'aura pas la main sur lui, il pourra re-signer où il veut CJ McCollum à partir de juin prochain, enfin de juillet prochain et de la free agency. Ça veut dire que Trae Young, en fait, ça vaut pas grand-chose. La deuxième chose, c'est que si Washington s'engage sur ça, c'est qu'ils veulent forcément le re-signer dans une équipe qui est très jeune et que je te rejoins totalement. Il sera le patron des Wizards. Ça durera le temps que ça durera, peut-être avec l'ascension de Alex Sarr, celle de Bilal si elle arrive un jour, Trey Johnson aussi qui est un très bon joueur, très bon scoreur qui viennent de drafter. Un jeu assez spectaculaire. Et je pense que ce qui a besoin de Washington,
pour vraiment se relancer un peu, parce que ça devient une franchise banale. Nous, on les aime bien parce qu'il y a deux Français qui jouent. Ça, c'est important. Deux Français qui ont des rôles majeurs. Ouais, deux titulaires. Mais on ne les voit pas évoluer au niveau classement, au niveau de hiérarchie NBA. Donc, ils ont besoin. Et Trae Young, il a joué avec un petit peu, je vais le dire, il a joué avec le feu. En vouloir être un personnage, controverse, parler beaucoup, avoir cette estime de lui-même qui était largement au-dessus de son niveau de jeu. Voilà, il était certes spectaculaire, certes il y avait des logo shots, plein, oui, le freezing, oui. Donc maintenant, c'est lui qui est dans le froid. Ah là, à Washington. Il est sur le trottoir, comme ça. C'est sûr. Et Washington, il neige. Ah bah ça, c'est sûr. Bah, Atlanta aussi, il doit neiger un peu de temps en temps. Peut-être un peu moins, non, c'est plus au sud quand même. Mais en fait, pour Trae Young, c'est vrai que tu repars en fait quasiment de zéro dans ta carrière. En fait. Ah oui. C'est que tu vas peut-être redevenir franchise player à 27 ans, mais d'une des pires franchises de la ligue depuis 5 ans. Quoi. C'est tout simple, tu effaces le tableau et tu recommences. Donc il aura la chance, une fois qu'il est parti d'Atlanta, si ça se fait, évidemment, de pouvoir faire ça. Et il faut qu'il aille dans un club, une franchise, qui a besoin de lui. Aujourd'hui, qui a besoin de lui? Je pense que Washington fait partie de ces équipes-là où il peut retrouver cette 5 étoiles. Vous êtes titulaire, vous êtes All-Star. Il amène ça avec lui. La seule chance là pour Atlanta pour que ça ils aient plus que ça, c'est qu'une autre franchise se dise bon attendez, Washington propose McCollum, nous on va donner un peu plus pour essayer de l'arracher parce que finalement Atlanta ils vont le donner évidemment au plus offrant. Pourquoi il y a des discussions entre Trae Young, ses agents et les Hawks? Parce que comme effectivement il a sa player option à la fin de la saison, faut que l'équipe qui le signe, qui le trade, soit sûre de pouvoir le conserver dans quelques mois. Donc c'est pour ça aussi que il va pas choisir sa destination. 95 millions, c'est beaucoup. Hein. Il va pas choisir sa destination. Destination, mais l'équipe qui va vouloir la récupérer va vouloir s'assurer quand même qu'il veut prolonger dans sa nouvelle équipe. Donc ça rend aussi le problème un peu plus complexe encore. Finalement, quand tu vois ça, tu te dis en fait les Hawks ils ont raté le coche avec Trae Young parce que sa valeur actuellement, si c'est juste un CJ McCollum et un contrat expirant, ça fait pas grand chose. Même s'il y a peut-être un tour de draft qui pourra aller aussi dans la valise de Atlanta, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Tu te dis, t'as raté le coche si t'es les Hawks. Oui, ils ont raté le coche, ça c'est sûr. Il aurait fallu faire ça cet été. Ça c'est clair. Mais bon, ils ont avancé sans savoir si ça allait continuer ou pas. Ils voulaient voir de quel niveau ils pouvaient ramener cette équipe-là. C'était pratiquement la dernière saison. On joue les cartes, on met les cartes sur la table et puis on voit. Donc, ils ont vu dès le début de saison que ça n'allait pas fonctionner. Trae Young s'est blessé. Donc, maintenant, c'est vrai qu'ils ont... c'est un sneakers dans une piscine, hein, tu veux dire. C'est pas très bon, à mon avis, ça. et finalement, aussi, pour Quinn Snyder, tu te dis, mon gars, il va pas te rester longtemps non plus sur le banc d'Atlanta si, après le trade de Trae Young, ça va pas mieux. Parce que pour Atlanta, rajouter un CJ McCollum, ça peut quand même changer un peu la donne aussi. Parce que déjà, Trae Young ne joue pas. CJ McCollum, lui, il joue et il rate assez peu de matchs. Même s'il a eu une petite blessure en début de saison, il joue quand même pas mal, l'ancien des Blazers. Et moi, j'ai envie de voir quand même ces Hawks avec un créateur de plus sur le terrain qui est plus fiable que Trae Young, qui est un très bon shooter, qui va amener peut-être pas de la défense, ça c'est clair, mais un peu plus de création offensive. Et ce duo avec Jalen Johnson, moi, ça me donne envie de voir. Oui, pourquoi pas. McCollum, tu sais ce que t'as pas avec CJ McCollum, ça on est bien d'accord. Tu sais ce que t'as pas. C'est un très bon joueur NBA. Hein. Ça, quand il a joué à côté de Lillard, ça faisait bonne compagnie. Depuis qu'il est à Nouvelle-Orléans, oui. Je reste sur ma faim. C'est un vétéran. Est-ce qu'il est capable d'avoir un impact lui-même
au-delà de statut de bon joueur NBA, est-ce qu'il peut régulièrement porter, est-ce qu'il a encore ça en lui? Bon, on sait que c'est un scoreur, on sait qu'il ne défend pas, au minimum. Est-ce que ça peut aider une équipe à changer de statut? Je ne suis pas sûr. Mais il faut toujours se méfier avec ces vétérans qui sont échangés, qui arrivent dans des équipes de bas de tableau alors qu'ils ont l'habitude de jouer les playoffs quasiment tous les ans et de jouer à un très bon niveau en playoffs. Là, c'est vrai qu'il s'est retrouvé à la Nouvelle-Orléans dans un contexte très compliqué. Ensuite, là, il est à Washington. C'est encore pire. Enfin, c'est pire, mais c'est dans l'autre conférence. Moi, je demande à voir parce que CJ McCollum, dans un contexte compétitif, là où il n'a pas besoin d'être le patron, mais simplement un accompagnateur, parce qu'il y a déjà Jalen Johnson, parce qu'il y a Alexander Walker qui a pris une sacrée dimension cette saison. Porzingis rejoue avec Atlanta. On va voir combien de temps ça dure. Combien de temps ça dure, mais pour l'instant, il rejoue. Jusqu'à qui tous, au moins déjà, avec CJ McCollum, tu as un joueur qui est sur le terrain. Avec Trae Young, tu n'en avais pas. Non, oui, mais c'est toujours pareil. Hein. Certains joueurs choisissent ou ils choisissent pas, mais une trajectoire depuis qu'il est parti de Portland, que ce soit avec Nouvelle-Orléans, que ce soit avec Washington. Il apprend des mauvaises habitudes. Il joue dans une ambiance qui n'est pas gagnant. Donc, il accepte certaines choses. Oui, je peux marquer, oui, je peux être bon, mais est-ce que gagner, c'est aussi important que ça? Alors, 17 victoires pour 21 défaites pour Atlanta. On va pas me dire non plus qu'il arrive dans un contexte de winner, parce que les Hawks... Oui, mais on a tendance à croire que les Hawks, ils ont plus de potentiel. Oui, c'est vrai, mais alors là, ils ont joué Washington, les deux derniers matchs sans Trae Young, ils ont encore pris deux tartes contre Toronto. Non, mais ils sont dans un mixeur. Ça va pas tout changer, le fait de trader Trae Young. Ils ne savent pas trop où ils vont. À un moment donné, c'était sur une trajectoire, Atlanta, dans l'absence de Trae Young. Oui, c'est bien. Oui, il y a des jeunes joueurs. Oui, c'est talentueux. Et puis, boum, ils tombent dans le funk, total. Donc maintenant, c'est à Quinn Snyder de trouver les solutions jusqu'à la fin de saison. Et puis, Atlanta prendre une direction solide. On termine, Chris, avec cette fameuse règle des 65 matchs qui a rejailli là, dans l'actualité avec la blessure de Nikola Jokic pour un mois. C'est une règle là qui va empêcher a priori Victor Wembanyama, Giannis Antetokounmpo sûrement, et peut-être aussi Nikola Jokic de concourir pour ce titre de MVP. On va rappeler qu'il y a un seul MVP dans l'histoire qui a joué moins de 65 matchs dans une saison hors lockout ou Covid. C'est Bill Walton en 78. Il avait joué combien de matchs, Bill Walton? Tu te souviens? Non, 30. 58 quand même. Non, 30. Il avait joué 58 matchs. Bon. Est-ce que toi, tu es pour ou contre cette règle qui fait quand même beaucoup parler? Il y a des gens qui disent oui, jouer 65 matchs sur 82, c'est pas non plus la fin du monde si tu veux être considéré comme le meilleur joueur de la ligue, en tout cas concourir à ce trophée. Et puis d'autres qui disent c'est peut-être un peu trop parce que à la moindre blessure, tu te retrouves tout de suite quasiment à la limite des 65. Ouais, non, mais je suis old school, donc à partir de là, je vois pas. Je crois qu'il doit y avoir un minimum, oui. Ça existe dans tous les sports. Dans le baseball, ça existe. Il faut jouer un minimum de matchs pour être MVP ou quoi que ce soit. Oui, quelque part, il doit y avoir mais bon, 65. Ça veut dire que tu peux rater 16 matchs dans une saison qui est très longue. 17. 17, oui, t'es matheux. Pourtant pas trop, mais là c'était facile. J'ai prouvé que je suis pas. Toi tu l'es pas par contre. Non mais c'est vrai que 65 matchs. Oui, non mais je baisserai ça un peu parce que je trouve que je veux pas voir des joueurs revenir trop vite. Parce qu'ils veulent atteindre ce niveau de match. Et moi, je trouve que le marge, il est pas assez large. Sur 80 matchs, 55, 50, mais bon, pas 60.
50, c'est-à-dire que tu joues à peine, c'est à peine la moitié de la saison. Enfin, à Ah, 41, c'est à 41, t'as 50%, à 50 matchs, t'es pas beaucoup plus au-dessus. Oui, mais bon, je pense qu'un bon joueur, voilà, on le voit, on le sait, voilà, est-ce qu'il ne mérite pas? Et est-ce que c'est le premier parti, le deuxième parti? Il y a plein de choses qui doivent rentrer en considération avant on met le mathématique sur la table. Donc, est-ce que c'est en début de saison? Est-ce que la fin de saison? Est-ce qu'il a joué les 30 derniers matchs, les 40 derniers matchs? Voilà, je baserai là-dessus, mais pas un chiffre exact comme ça. Moi, je suis assez partagé sur la question parce que déjà, ça me gênerait beaucoup que Nikola Jokic ne puisse pas être MVP s'il joue 64 ou 63 matchs cette saison. Ça ne m'enlèverait pas l'idée que c'est pourtant lui le meilleur joueur de cette ligue. D'un autre côté, est-ce que la définition du MVP, donc le joueur le plus valuable, est-ce que c'est être valuable, c'est pas déjà être présent sur le terrain pour un joueur NBA? Et de ce côté-là, peut-être que 65 c'est trop, mais après quand tu sais que personne n'a été MVP en ayant joué moins de 65 matchs, hormis Bill Walton, finalement, la barre des 65, elle est assez logique. C'est-à-dire que la NBA n'a pas placé cette barre n'importe comment. Ils ont bien vu que dans 99% des cas, le MVP joue au moins 65 matchs, quoi qu'il arrive. Donc finalement, la barre des 65, elle nous dérange cette saison parce que Jokic, Wemby, Giannis et d'ailleurs Doncic, il en a déjà raté 7. Il ne faut pas qu'il se blesse 2-3 semaines, Lucas, sinon pareil, il sera out. Le problème, c'est si demain, Shai se blesse pendant un mois. Imagine que tu n'as pas Shai, que tu n'as pas Wemby, que tu n'as pas Jokic, Giannis. Donc tu pourras avoir un MVP qui s'appellerait Jalen Brunson ou Kate Cunningham. Est-ce que toi, ça te dérangerait, ça, par exemple? Oui, ça me dérangerait. Parce que, tout simplement, je pense que quand on a un prix aussi élevé que ça, c'est quand même voter MVP de toutes les... C'est une consécration pour l'éternité. Oui, c'était légendaire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir sur la question. Est-ce que tu veux enlever ces joueurs-là? Imaginons qu'il ne joue que 59. Était obligé d'appliquer leurs règles. Donc, voilà. Moi, je trouverais ça. C'est pour ça, je pense qu'il devrait avoir, il faut réfléchir, il faut avoir des conditions pas fixes, des trucs qu'on peut éventuellement être flexible, voilà, dans une fourchette de 4-5 matchs, voilà. Mais imaginons qu'il joue que 59 matchs et puis il détruit l'NBA. Tu fais quoi? Tu ne votes pas MVP? Si, mais finalement, est-ce que Kate Cunningham, si Détroit fait 55 victoires, que lui il joue 80 matchs à un très bon niveau, est-ce qu'il ne mérite pas d'être MVP? Est-ce que ça serait pas lui le most valuable player de la ligue s'il emmène les Pistons? Je dis les Pistons, je pourrais dire Bronson avec les Knicks, mais si les Pistons font 55, quasiment 60 victoires à l'Est, qui sont premiers, et que Kate Cunningham joue à ce niveau, alors que on peut pas dire que l'effectif des Pistons. On parle de Jokic, on parle de Jokic parce qu'il est blessé là. Ouais. Mais bien sûr, quand on parle des MVP, l'échelle MVP, Kate Cunningham, il rentre dans les 5 premiers. Donc, à partir de là, s'il finit la saison comme il est en train de le faire là, s'il gagne 55, 60 matchs, oui, ce sera lui. Ça serait pas immérité qu'il ait l'MVP, et tant pis pour Jokic qui n'a pas joué les 65. Si les autres sont éliminés, en fait, encore une fois, être MVP et être joueur NBA, c'est déjà être présent sur le terrain. Si pour une saison, tu as une blessure et tu as raté le coche des 65 matchs, tu reviens dans l'année prochaine. Et c'est de gagner. Voilà, c'est ça. Et si tu n'es pas là, tu ne peux pas gagner. Et rendre ton équipe meilleure. Voilà. Si tu n'es pas là, tu ne peux pas les rendre meilleurs. C'est toute la définition d'un Michael Jordan. Voilà, qui avait des titres, qui rendait les autres meilleurs et qui était le joueur le plus fort de l'NBA. Donc, c'est assez clair comme ça. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Chris, merci beaucoup pour ta participation. Je ne sais pas si on se revoit la semaine prochaine, peut-être lundi prochain, mardi prochain. On verra ce qui est prévu sur le planning, on découvrira ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ce numéro vous a plu. 40 minutes, c'est pas mal. Et puis, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année, mais pas du tout. Un très bon début d'année, parce que évidemment, on est le 6 janvier, et donc les fêtes sont passées, et j'espère qu'il ne neige pas trop chez vous, que ça ne pose pas trop de soucis, en tout cas pas autant qu'à Chris ce matin pour venir. Ciao à tous. Un hôtel en face. Allez, ciao. Bye.